Bonjour à tous et bienvenue sur Vivement Histoire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Ukraine et plus particulièrement des lois mémorielles. L'actuel conflit entre l'Ukraine et la Russie, comme vous le savez, a commencé le 24 février 2022 et chaque jour de rudes affrontements ont lieu. Ces deux pays ont toujours eu une histoire commune. Cela crée une histoire à chaque pays où leurs destins s'entrecroisent. Et il est intéressant de voir comment leur histoire d'un point de vue juridique a pu s'entremêler ou se détacher, au point d'essayer de faire entrer l'histoire dans des cases, rendant ainsi la barrière entre le mythe et l'histoire floue. Les lois mémorielles tentent cela, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, définissons ce que sont les lois mémorielles, avec l'étymologie même du mot mémoriel. L'étymologie de ce mot remonte au latin memorialis, dérivé de memoria, qui signifie mémoire. Memorialis était utilisé en latin pour faire référence à quelque chose lié à la mémoire ou au souvenir. Le mot mémorial en français a été formé à partir de cette racine latine pour désigner ce qui concerne la mémoire ou la commémoration, notamment en relation avec les événements historiques ou des monuments commémoratifs. Une loi mémorielle est une loi qui présente ou impose un point de vue officiel relatif à des événements historiques. Elle peut aller jusqu'à interdire toute contestation ou discussion de ces événements sous peine de poursuite. Les lois mémorielles ne constituent pas une catégorie de lois dotées d'un statut particulier, comme le sont par exemple les lois constitutionnelles, les lois référendaires ou les lois organiques. Sous cette expression, sont désignées des lois qui ont pour point commun de donner un point de vue officiel sur des événements historiques. En 2006, l'Ukraine a, via son président Viktor Youtchenko, voulu promouvoir la mémoire de l'Holodomor, littéralement l'extermination par la famine, qui a été la famine artificielle organisée par le régime stalinien en Ukraine en 1932-1933. Et ce président a voulu la mettre au niveau d'un rang de mythe unificateur national. S'ensuivit alors toute une bataille de mémoire européenne autour de cet événement tragique. Les lois mémorielles referont parler d'elles jusqu'à la fin de la présidence de cet homme. Nous allons voir dans cette vidéo l'impact des lois mémorielles après 2014 en Ukraine et le flou qu'elles apportent sur le mythe et la réalité de l'histoire commune entre l'Ukraine et la Russie. Dès début 2014, les lois mémorielles sont débattues. La première loi est la loi 729-7 qui criminalise la négation ou la justification des crimes fascistes. Sa version définitive est votée en avril 2014 par le tribunal de Nuremberg. L'autre loi est la loi 728-7 de janvier 2014 qui, elle, criminalise la profanation des monuments de guerre. Ces lois ne sont qu'un préambule à celles de 2015, les lois dites de décommunisation. La première loi commémore la victoire contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. La deuxième loi est consacrée au statut des anciens combattants de l'indépendance ukrainienne. La loi interdit toute falsification de l'histoire, passible de 5 ans de prison, et de la fermeture des organes de presse à l'origine de cette falsification. Cela jetterait le doute sur la légitimité de l'histoire des vétérans. La troisième loi condamnait les régimes soviétiques et nazis. Elle interdisait l'utilisation de leur propagande et de leurs symboles. De plus, elle imposait l'ukrainisation des noms de rues, des villes, et supprimait les statuts pour éliminer toute trace des 60 ans d'histoire de l'Ukraine soviétique. Une quatrième loi vise à autoriser l'ouverture totale des archives de l'occupation soviétique. Ces lois mémorielles ont eu des conséquences importantes, en premier lieu sur le patrimoine ukrainien, impactant également l'urbanisme du pays. Le processus léninopade, littéralement la chute de Lénine, a ainsi achevé la suppression spontanée ou organisée de milliers de statues de ce dirigeant. Parallèlement, plus de 52 000 rues, 987 localités, dont 32 villes, ont été renommées. Dans un contexte de scandales médiatiques et de jeux d'influence politique, certains changements de nom ont également été originaux. Dans la ville de Kalini, en Transcarpathie, la rue Lénine a ainsi été changée en rue Lennon, du nom du chanteur des Beatles. Ce qui montre la victoire symbolique de l'Amérique sur la Russie. Cependant, le processus de décommunisation s'est exprimé différemment et souvent de manière incomplète, en raison d'obstacles politiques ou de simples problèmes budgétaires, voire techniques. À Kiev, il a été difficile de retirer les symboles soviétiques du bouclier de l'immense statue de la patrie du musée de la Seconde Guerre mondiale. Cette statue avait été érigée en souvenir de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Du haut de ses 200 mètres, la faucille et le marteau présents sur le bouclier ont dominé la capitale ukrainienne de 1980 jusqu'à très récemment
le 1er août 2023, où ces deux signes très symboliques ont été retirés. Et ces symboles vont être changés par un trident, le symbole de l'Ukraine, et où le nom de la statue va être changé en Mère de l'Ukraine. La géographie mentale de l'Ukraine, des places publiques aux cartes routières, s'est profondément métamorphosée ces dernières années. Cette idée de contrôler le patrimoine est également utilisée comme marqueur d'identité par le camp russe, qui lui garde les symboles soviétiques dans les territoires actuellement occupés comme la Crimée, Donetsk et Louhansk. Volodymyr Viatrovich, député ukrainien et historien, est allé beaucoup plus loin, considérant la décommunisation du pays comme une question, je cite, de sécurité nationale. Selon le directeur de l'Institut de mémoire nationale, dont on vous parlera un peu plus en détail après, éliminer les traces de l'héritage soviétique signifie minimiser le risque que la Russie déstabilise le pays. Nous pouvons dire que ces lois mémorielles viennent créer un flou historique auprès de la population ukrainienne, visant à unifier le pays qui est en pleine guerre contre la Russie. L'Ukraine va chercher avec ces lois une unification de la population autour de sa propre identité et va complètement occulter le passé communiste en cherchant à toujours le criminaliser et varier de son pays toute référence à ce sujet pour faire de la nation une nation forte avec sa propre histoire. Mais en voulant faire cela, l'Ukraine joue avec une réalité qu'on ne peut pas nier. Son lien avec la Russie est indéniable. Une histoire de l'Ukraine ne peut se faire sans aborder le communisme, puisque son passé est fait de ces choses-là. Ces lois qui ont été votées après les années 2014 obscurcissent les faits. De plus, c'est l'IMN qui s'est occupé de faire ces lois et a eu Volodymyr Viatrovich comme directeur, qui est reconnu comme un véritable nationaliste ukrainien et est accusé par le journaliste américain Josh Cohen d'avoir blanchi le passé de l'Ukraine, en manipulant intentionnellement les archives officielles. Par ailleurs, on voit bien que dans le nom, ce n'est pas un institut d'histoire, mais de mémoire, qui n'a pas un objectif de connaissance, mais un objectif clair d'un narratif national. L'Holodomor est d'ailleurs la base de ce narratif national. De plus, il y a dans ces lois l'affirmation d'une limitation du travail d'historien, car il est inscrit que les recherches peuvent porter sur la période soviétique à partir du moment où elle ne nie pas le caractère criminel du régime communiste, ce qui brise la recherche, car elle donne directement une ligne éditoriale de l'histoire. On oriente donc l'historien vers une manière de faire, sans avoir une totale liberté. Ces lois viennent donc créer un véritable flou de l'histoire pour toute la société ukrainienne, et principalement la jeunesse, qui va être dirigée vers une vision de l'histoire sans être véritablement informée d'un point de vue plus réaliste, neutre, ainsi que juste. Comme nous avons pu le voir lors de cette vidéo, les lois mémorielles ukrainiennes après 2014 alimentent un sujet vaste et compliqué, celui de son passé. Un passé étroitement lié à celui de la Russie. Ces lois sont faites d'aspects positifs et négatifs. D'une part, elles ont permis l'ouverture d'archives qui ont été jusqu'ici gardées secrètes, ce qui a pu faire avancer les sujets dont on n'avait pas toutes les informations afin de mieux comprendre une période importante du XXe siècle. Et d'une autre part, cela va mettre une zone d'ombre sur une histoire qui s'est véritablement passée, en voulant supprimer l'identité et la présence russe de son territoire. Considérer l'héritage soviétique à travers le seul prisme du totalitarisme et des périodes de répression pose ainsi question. D'ailleurs, en janvier 2015, la Fondation des initiatives démocratiques indiquait dans les résultats d'un sondage que 47% des Ukrainiens considèrent la création de l'URSS comme positif, contre 20% comme négatif. Les lois de décommunisation nient cet état de l'opinion de manière volontariste. Il s'agit bien de transformer l'historiographie officielle, d'en dégager un message politique et de la mettre au service de la consolidation d'une nation indépendante et comme arme culturelle dans la guerre actuelle. Et c'est ainsi que se conclut notre vidéo. Pour retrouver toute notre bibliographie, vous pouvez la retrouver dans la barre de description. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour toutes les prochaines vidéos de Vivement Histoire.